Mes chers amis, bienvenue sur les dossiers secrets, où chaque mystère est un défi pour l'esprit. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter une enquête du célèbre Hercule Poirot, l'illustre détective belge d'Agatha Christie. Avec ses petites cellules grises en action, il est prêt à résoudre une affaire des plus intrigantes. Où et à quelle heure écoutez-vous cette histoire? Dites-le moi en commentaire. Et si c'est votre première visite, abonnez-vous pour découvrir encore plus d'enquêtes passionnantes. Prenez place et voyons si vous pourrez suivre ces brillantes déductions. Commençons. Je dois avouer que c'est avec un certain plaisir que je me retrouvais confortablement installé dans le fauteuil, bien rembourré de Lady Armitage, contemplant les pelouses ondulantes de son domaine dans le Surrey. La campagne m'avait toujours attiré. Un lieu d'air pur, de plaisir simple, et surtout d'une absence bienfaisante du tumulte incessant de Londres. Poirot, bien sûr, ne partageait aucunement mon affection pour les paysages rustiques. Cela offense les moustaches, déclara-t-il, scrutant par la fenêtre comme si les haies elles-mêmes l'avaient personnellement agressé. Cet air, il est humide, mon ami. Il s'accroche à la Miss Namply comme un invité dont on ne veut pas. Je réprimai un sourire. Nous avions été invités par Lady Armitage, une vieille connaissance de Poirot, à l'une de ses célèbres réceptions du week-end. Un rassemblement de collectionneurs d'objets rares. La dame en question était une véritable connaisseuse, bien que je soupçonnasse que son plaisir véritable ne résidât pas dans les objets eux-mêmes, mais dans le prestige que leur possession lui conférait. Poirot, malgré ses récriminations, avait accepté l'invitation avec une rapidité inhabituelle. Pour une fois, avait-il dit, je serai entouré non de ceux qui tuent, mais de ceux qui collectionnent. Un soulagement, n'est-ce pas? J'étais moins convaincu. J'avais appris, à maintes reprises, que le meurtre était un invité non convié qui nous suivait partout. Néanmoins, je m'étais résolu à profiter du week-end, promenade dans les jardins, conversation tranquille, et peut-être, si la chance me souriait, une partie de billard. Poirot, quant à lui, avait déjà sorti de sa poche un petit miroir en argent et ajustait ses célèbres moustaches avec la solennité d'un prêtre se préparant à célébrer une messe solennelle. Même au milieu de la nature sauvage, déclara-t-il, Poirot doit rester impeccable. Le salon offrait un spectacle curieux, un véritable musée de personnalités excentriques, chacune plus singulière que la précédente. Il y avait le major Claude Lytton, dont le visage tanné par le soleil s'illuminait du zèle d'un archéologue ayant exhumé un trésor de trop. En face de lui se prélassait M. Harold Locksley, un marchand d'art au sourire sûr de lui, tel un homme qui sait exactement jusqu'où il peut tordre la vérité avant qu'elle ne rompe. « Un joli assortiment » murmurai-je à Poirot. Il haussa un sourcil. « Observe, mon ami. Ce ne sont pas de simples collectionneurs, ce sont des obsédés. Et l'obsession, comme tu le sais, n'est qu'à un pas de la folie. » Lady Armitage, une femme imposante, au charme soigneusement cultivé, allait de convive en convive telle une chef d'orchestre dirigeant son ensemble. À ses côtés se tenait sa nièce, mademoiselle Evelyn Fosbury, pâle et les yeux écarquillés, serrant contre elle un pendentif en cristal, comme s'il s'agissait d'un talisman. Quelque chose en elle attira l'attention de Poirot. Je vis briller dans son regard une lueur d'intérêt. Pour ma part, je m'intéressais moins aux remous psychologiques qu'aux objets exposés, des vitrines de pièces anciennes, de manuscrits rares, et il faut bien le dire, un singe empaillé au regard grotesque, portant un poignard cérémoniel attaché dans le dos.
une maison pleine de collectionneurs, fis-je remarquer. Et pourtant, je parie qu'ils seraient été prêts à s'entretuer pour posséder la pièce idéale. L'expression de Poirot se fit pensive. « Ah, Hastings, murmura-t-il, tu plaisantes, mais tu pourrais être bien plus proche de la vérité que tu ne le crois. » Le colis arriva juste avant le dîner, non remis par un domestique, mais laissé sur la petite table devant la chambre de Poirot, comme si son expéditeur avait voulu rester invisible. Hastings, toujours avide d'aventure, s'en empara immédiatement. « Poirot, un mystère déjà !» s'exclama-t-il, posant le paquet devant mon ami, avec la joie d'un enfant, offrant un papillon fraîchement attrapé. Poirot l'examina avec soin. Le papier était épais, la ficelle nouée avec une précision inhabituelle. Il le renifla. « Ah, un parfum léger, du bois de santal. » Sur ce, il ouvrit le paquet, révélant une seule photographie à l'intérieur. L'image représentait une dague en ivoire finement sculptée, sa poignée incrustée de nacre délicate et des inscriptions étranges gravées le long de la lame. Il n'y avait ni mots, ni signature. Seulement cette dague, capturée en noir et blanc, sa beauté inquiétante, renforcée par l'absence de contexte. « Curieux, » murmura Poirot. « Ce n'est pas une dague ordinaire, celle-là. » Hastings se pencha par-dessus son épaule. « Un genre de relique orientale, j'imagine. D'Inde peut-être, ou de Perse. » Poirot se contenta de sourire, ses doigts suivant le contour de la lame sur la photo. « Sais-tu, Hastings, que certains objets attirent le malheur, non par des moyens surnaturels, mais par la cupidité et le désespoir qu'ils inspirent ?» Hastings, qui préférait ces mystères plus concrets, haussa les épaules. « Ce n'est qu'une photo, Poirot. »« Mais oui, » dit Poirot, les yeux plissés. « Mais la question est, pourquoi me l'a-t-on envoyée ?» Avant que Hastings ne puisse émettre une hypothèse, Poirot posa délicatement la photographie sur son bureau et se tourna vers la salle à manger. « Allons, mon ami, le dîner nous attend, et peut-être, après le dîner, les réponses. » Ce fut quelque temps, après le repas, alors que Poirot avait repris sa position favorite près du feu, que la porte s'entr'ouvrit juste assez pour laisser passer un visage pâle et tremblant. C'était mademoiselle Evelyn Fosbury, la nièce de Lady Armitage, et la pauvre fille avait l'air d'avoir vu un fantôme. « J'espère ne pas vous déranger, monsieur Poirot, » dit-elle dans un souffle à peine audible à travers la pièce. Poirot se redressa aussitôt, ses yeux brillants d'intérêt. « Me déranger ? Pas le moins du monde, mademoiselle. Il est évident que quelque chose vous préoccupe, quelque chose de lourd, n'est-ce pas ?» Elle jeta un regard inquiet par-dessus son épaule, comme si elle craignait que quelqu'un ne l'écoute depuis le couloir. Poirot, d'un geste à la fois théâtral et rassurant, lui fit signe de s'asseoir. Je lui proposai un verre de brandy, qu'elle accepta d'une main tremblante. « J'ai besoin de votre aide, » dit-elle, la voix vacillante. « C'est au sujet de la dague. » À la mention du mot, le regard de Poirot se tourna aussitôt vers le bureau, où reposait la photographie. La dague en ivoire. Elle acquiesça vivement. Elle appartenait à mon oncle, Lord Armitage, avant sa mort. Il circulait d'horribles histoires à son sujet. Ma tante les a toujours écartées d'un revers de main. Mais mon oncle, lui, il y croyait. « Il croyait en quoi, mademoiselle ?» demanda Poirot d'une voix adoucie, son ton prenant celui d'un confesseur qui tente de faire émerger un péché enfoui depuis longtemps. Qu'elle était maudite, que quiconque la possédait mourrait. Ces mots flottèrent dans l'air, et je sentis un frisson involontaire me parcourir l'échine.
Poirot, toutefois, joignit simplement le bout de ses doigts. « De la superstition, peut-être, » dit-il avec douceur. « Ou peut-être quelque chose de plus. » « Mais elle est revenue, » murmura Evelyne. « Je l'ai vue, la semaine dernière, dans la vitrine, où mon oncle gardait ses trésors. Elle ne devrait pas s'y trouver. Elle était censée avoir été détruite. » L'histoire de Mademoiselle Fosbury se déroulait comme l'intrigue d'un de ces feuilletons sensationnalistes que Poirot méprisait tant. La dague d'ivoire, expliqua-t-elle, serait originaire de la cour d'un prince indien impitoyable qui l'aurait fait sculpter dans la défense d'un éléphant abattu lors d'un rituel sacrificiel. Selon la légende, la dague portait une malédiction. Quiconque la possédait mourait d'une mort violente ou prématurée. Son oncle, semble-t-il, avait acquis la dague des années auparavant, malgré les avertissements répétés de ses collègues et amis. Dans les mois qui suivirent, Lord Armitage devint de plus en plus paranoïaque. Il était convaincu que quelqu'un ou quelque chose l'épiait, attendant le moment de frapper. Lorsqu'il mourut soudainement d'une crise cardiaque, les domestiques chuchotèrent que la malédiction avait frappé. Après sa mort, Lady Armitage ordonna que la dague soit détruite. Du moins, Evelyne le croyait. Mais aujourd'hui, elle était inexplicablement réapparue. « Je sais que cela semble insensé, » dit-elle en se tordant les mains, « mais je suis certaine que c'est la même dague. » Poirot hocha légèrement la tête, pensif. « Ce n'est pas de la folie, mademoiselle. C'est de la peur. Et la peur, voyez-vous, est souvent bien plus dangereuse qu'une lame. » Alors que Poirot saisissait la photographie pour la comparer à la description d'Evelyne, un cri perça soudain le silence de la maison. Hastings et moi bondîmes sur nos pieds, et Evelyne poussa un cri étranglé. « Restez ici, mademoiselle » ordonna Poirot, déjà en route vers la porte. Nous nous précipitâmes dans le couloir, suivant les voies affolées jusqu'à la terrasse du jardin. Une fenêtre était grande ouverte, le verre brisé. Sur le bureau à côté, le même bureau où Poirot avait laissé la photographie, la photo avait disparu. « Mon Dieu !» murmura Poirot en s'accroupissant pour examiner les éclasses de verre. Celui qui est passé par là ne voulait pas être vu, mais il voulait emporter quelque chose. « La photographie ?» demandai-je, essoufflé. « Précisément. » « Mais pourquoi voler une photographie ?» insistai-je. « La dague elle-même est introuvable. » Poirot se redressa, les yeux brillants d'un éclat tranquille. « Voilà, mon ami, exactement la question à laquelle nous devons répondre. J'ai toujours trouvé que les manoirs de campagne anglais possédaient tous le même type de bibliothèque, poussiéreuse, chargée de l'odeur du cuir et du papier ancien, mais curieusement peu lue. Celle de Lady Armitage ne faisait pas exception. Les étagères ployaient sous le poids d'épais volumes sur les antiquités et les voyages. Mais la poussière qui les recouvrait suggérait qu'ils étaient davantage décoratifs qu'instructifs. Poirot, toutefois, ne s'intéressait guère aux livres eux-mêmes. Toute son attention était portée sur Lady Armitage, installée dans un fauteuil à haut dossier près de la fenêtre, les mains trop crispées sur ses genoux. « Madame, » commença Poirot, avec sa courtoisie habituelle, « vous devez me permettre de vous poser quelques questions au sujet de cette dague d'ivoire. » Les lèvres de Lady Armitage tressaillirent, juste un instant, avant qu'elle ne sourît. Cette absurdité. Feu mon mari avait un faible pour les babioles ridicules, monsieur Poirot. Je crains que les domestiques n'en aient trop fait. Et pourtant, dit Poirot doucement, elle a été détruite, n'est-ce pas? Elle hésita. Elle a été éliminée après sa mort. Brûlée, je crois. Evelyne en saurait peut-être davantage. Elle était très attachée à son oncle.
Poirot tapota doucement la table en bois poli du bout des doigts. Curieux, n'est-ce pas, madame, comme ces objets de superstition refusent si souvent de disparaître. Son sourire se figea. Vous ne croyez tout de même pas à cette vieille légende? La malédiction, les morts. Tout cela n'est que pure fantaisie, évidemment. Évidemment, acquiesça Poirot avec souplesse. Et pourtant, vos mains, madame, elles tremblent. Est-ce à cause d'une fantaisie? Ses doigts se crispèrent si fort que ses jointures pâlirent, mais sa voix demeura calme. Vous êtes très observateur, monsieur Poirot. C'est ma petite habitude, répondit Poirot. Vous voyez, j'ai constaté qu'il arrive souvent qu'on qualifie de sottise précisément ce qui nous effraie le plus. Elle se leva brusquement, époussetant d'un geste nerveux une poussière imaginaire sur sa manche. J'imagine que vous et le capitaine Hastings souhaitez retourner à vos investigations. Ah, madame, dit Poirot en se levant avec un salut. Nous n'en sommes qu'au commencement. En quittant la pièce, je lançai un regard à Poirot. Elle cachait quelque chose, dis-je, assez satisfait de ma remarque. Poirot esquissa un petit sourire. Mais oui, mon ami, elle cache la peur. Mais la peur de quoi? Voilà toute la question. Mademoiselle Evelyn Fosbury nous attendait dans le petit salon, serrant son pendentif en cristal, comme s'il pouvait éloigner tous les malheurs. Son visage était livide, ses yeux rougis par l'inquiétude. Elle se leva à notre entrée, une énergie nerveuse vibrant autour d'elle. « Je vous ai dit tout ce que je savais », déclara-t-elle aussitôt, la voix tremblante. « À propos de la dague, de la mort de mon oncle. Que pourrais-je ajouter de plus ?» Poirot s'installa avec aisance dans un fauteuil, joignant les mains avec soin sur son genou. « Mademoiselle, ce n'est pas ce que vous savez qui intéresse Poirot. C'est ce que vous ressentez. » Elle cligna des yeux. « Ce que je ressens. Oui, vous voyez, vous avez peur. Pas simplement de la dague, non. Vous avez peur de ce qu'elle représente. » Elle me regarda, désemparée. Je ne comprends pas. Le sourire de Poirot fut doux. Votre oncle, Lord Armitage, c'était un homme qui gardait des secrets, n'est-ce pas? Des secrets que vous n'étiez jamais censé connaître. Le souffle d'Evelyn se coupa. Je sais qu'il avait peur, à la fin. Il était convaincu que quelqu'un l'observait, qu'on le suivait dans la maison. Il disait que la malédiction de la dague venait pour lui. Et vous le croyez? Elle hocha la tête, misérablement. Comment ne pas le croire? La dague a disparu après sa mort. Tante Béatrice disait qu'elle avait été brûlée, mais je l'ai vue, de mes propres yeux, la semaine dernière, enfermée à clé dans le cabinet où mon oncle la gardait. Les sourcils de Poirot se haussèrent. À clé, dites-vous? Oui, seule tante Béatrice a la clé. Du moins, c'est ce que je croyais. Les doigts de Poirot tambourinèrent doucement contre l'accoudoir du fauteuil. Et pourtant, vous n'en avez pas parlé jusqu'à présent. Parce que... Elle déglutit difficilement. Parce que je pensais l'avoir imaginé. Ou pire, et si la malédiction était réelle? Poirot se leva, lui offrant un sourire rassurant. Mademoiselle, la peur est souvent plus dangereuse que les faits. Mais Poirot découvrira la vérité. Et la vérité, vous verrez, est bien plus logique que les légendes. Le major Claude Lytton occupait un siège d'angle dans le fumoir, un verre de whisky à moitié vide à son côté et une pipe fumante entre les doigts. Sa prestance militaire était encore visible, bien que tempérée par des années de retraite, et un tour de taille des plus inquiétants. Quand Poirot et moi entrâmes, il se leva raide comme un piquet et salua Poirot d'un geste exagéré. « Toujours voulu vous rencontrer, monsieur, tonna-t-il. Entendu parler de vous par le colonel Race,
Il disait que vous aviez le cerveau d'un fichu magicien. Poirot s'inclina modestement. Ah, le colonel, il est trop aimable. Mais venons-en, major, nous devons parler de la dague. L'expression du major passa de la jovialité bourrue à une fascination avide. Cette pièce, un vrai petit diable, celle-là. Je l'ai vue une fois, il y a des années, quand Armitage l'exposait encore. Du grand art, un chef-d'œuvre oriental, à son sommet. Vous la convoitiez, peut-être ? Demanda Poirot d'un ton doux, bien que son regard fût acéré comme un faucon. Bien sûr que je la convoitais, aboya Lytton. J'ai tout proposé à Armitage, argent, échange, même un rare fourreau mogol que je savais qu'il convoitait, mais il n'a jamais cédé. Et pourquoi, selon vous, la gardait-il ? Demanda Poirot calmement. Le front du major se plissa. Des sornettes sentimentales, je suppose. Quoique, entre nous, il en avait peur, à la fin. Il la verrouillait chaque nuit. Il disait qu'elle avait une vie propre. Et pourtant, dit Poirot, vous dites l'avoir vue récemment ? Le visage de Lytton s'empourpra. Eh bien, il se peut que j'aie jeté un œil à travers la vitre du cabinet. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Poirot se pencha en avant. Et la nuit dernière, major, où étiez-vous entre 10 et 11 heures ? Lytton hésita, puis éclata d'un rire forcé. En train de dormir, bien sûr. Le sourire de Poirot était mince et énigmatique. Major, vous êtes un bien piètre menteur. Le docteur Edwin Marsh était un homme mince et gris, semblant perpétuellement voûté, comme si le poids de sa profession l'avait courbé physiquement. Il nous accueillit dans son bureau avec réticence, ses doigts triturant nerveusement le bord de sa manche. « Une enquête de routine, j'imagine » dit-il en tentant un sourire qui échoua complètement. « De routine, mais essentielle » répondit Poirot. « C'est bien vous qui avez signé le certificat de décès de Lord Armitage, n'est-ce pas ?»« Crise cardiaque » répondit rapidement Marsh. « Très classique. »« Et pourtant, » murmura Poirot, « j'ai compris que Lord Armitage était convaincu qu'une menace planait sur lui. Vous a-t-il confié ses craintes, peut-être ?» Les mains de Marsh tressaillirent. « Je suis un homme de science, monsieur Poirot. Mon rôle est de traiter les faits, pas les fantasmes. » Poirot incline la tête. « Mais les faits, ils ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent. » Un silence pesant s'installa. « Vous voyez, » poursuivit Poirot, « la peur agit étrangement sur le cœur. Elle accélère le pouls, fait transpirer les mains, empêche le sommeil. Dites-moi, docteur, avez-vous remarqué chez Lord Armitage des signes physiques de peur dans ces dernières semaines ?» La bouche de Marsh s'ouvrit, puis se referma. Il était agité, admit-il. Il a mentionné plusieurs fois une ombre dans le couloir. Je lui ai prescrit quelque chose pour calmer ses nerfs. Et pourtant, il est mort du cœur, demanda Poirot. Ce n'est pas rare, monsieur Poirot. Le stress peut. Ah, mais oui, coupa Poirot. Le stress, ou peut-être autre chose. Marsh se leva brusquement. J'ai des patients à voir. Poirot se leva à son tour, son expression demeurant sereine. Une dernière question, docteur. La nuit de l'incident, vous avez déclaré lire dans votre chambre. Puis-je vous demander quel livre vous lisiez ? Le visage de Marsh se vida de sa couleur. Je ne me souviens plus. Curieux, dit Poirot, car aucun livre n'a été retrouvé dans votre chambre. Harold Locksley nous accueillit dans la salle de billard, où il jouait seul, la pointe de sa queue couverte de craie. C'était un homme mince, tout angles et contours, aiguisé, avec l'allure de quelqu'un qui aime savoir jusqu'où il peut pousser sa chance. Ah,
dit-il d'un ton enjoué. « Le grand monsieur Poirot, vous perdez votre temps, vous savez. Toute cette histoire de dague, pure charabia. » « Vraiment ?» dit Poirot avec douceur. « Et pourtant, vous êtes vous-même un homme qui commerce avec ce genre d'objets. » Locksley sourit. « Les vendre, oui. Y croire, pas une seconde. »« Peut-être, » dit Poirot, « mais on sait que vous avez authentifié la dague pour Lord Armitage. »« C'est une manière de parler, » répondit Locksley. « J'ai fourni une provenance, une histoire, un peu de poudre aux yeux. Vous comprenez ? Vous avez falsifié les documents ?» m'écriai-je, choqué. Locksley haussa les épaules. « Ne soyons pas vulgaires, j'ai donné au client ce qu'il voulait. Et si le client voulait une preuve de malédiction ?» La voix de Poirot était douce comme de la soie. « Alors j'en aurais inventé une, » dit Locksley. « Les collectionneurs raffolent de ce genre de choses. » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Et pourtant, vous avez des brûlures aux doigts, monsieur Locksley. Comme si vous aviez manipulé récemment. Une relique, peut-être ?» Le sourire de Locksley vacilla. « Je me suis brûlé en tombant contre la cheminée. »« Bien sûr, » dit Poirot, mais son ton n'était pas convaincu. En quittant la salle de billard, Hastings secoua la tête. Un homme franchement désagréable. « Ah, mais utile » dit Poirot avec gaieté. « Il ment, certes, mais pas toujours sur les bonnes choses. » Nous retrouvâmes Madame Béatrice Armitage dans le petit salon, devant son tambour à broder, bien que son aiguille n'ait guère progressé. Elle avait l'air d'une femme habituée à réprimer ses émotions, plutôt qu'à les exprimer, et ses lèvres minces se serrèrent encore davantage à notre approche. « Je suppose que vous voulez parler de cette ridicule affaire de dague ?» dit-elle, avant que Poirot n'ait prononcé un mot. « Madame, » dit Poirot avec souplesse, « vous percevez tout, c'est un talent admirable. » Elle renifla. « Une vie entière à gérer des hommes difficiles, monsieur Poirot. » Poirot s'assit en face d'elle, sa posture impeccable. Et Lord Armitage, il était difficile. Ses doigts tressaillirent. Obstiné, ridiculement sentimental à propos de sa collection. Surtout cette horrible dague. Elle me mettait mal à l'aise, là dans sa vitrine, avec sa petite lame maléfique et toutes ses histoires macabres. Et pourtant, dit doucement Poirot, vous l'avez laissé la conserver. Elle esquissa un sourire sec. Le laisser faire. Je n'avais guère mon mot à dire. Les passions de mon mari n'étaient pas à discuter. Les collectionneurs, monsieur Poirot, sont une espèce à part. Ils épousent leur trésor en premier, leurs épouses ensuite. Poirot hocha la tête, compréhensif. « Ah, mais après sa mort, la dague a été, quel est-ce le mot déjà, détruite ?»« C'est ce qu'on m'a dit, » répondit-elle, d'un ton presque trop détaché. « J'ai donné des instructions aux domestiques. » « Et pourtant, mademoiselle, votre nièce, affirme l'avoir vue la semaine dernière. » Son aiguille transperça brutalement le tissu. Alors Evelyne s'est trompée. Peut-être. Le ton de Poirot resta neutre. Et la nuit de l'incident, madame, vous avez pris votre tonique habituel. Oui, répondit-elle fermement. Je le prends toujours. Il est impossible de dormir dans cette maison sans cela. Et la bouteille. Le regard de Poirot s'affina. Elle était où? Elle hésita juste assez pour que le sourire de Poirot s'élargisse. Sur ma table de nuit, je crois. Curieux, murmura Poirot. Car la bouteille, elle a disparu. De retour dans la chambre de Poirot, le petit homme arpentait la pièce, les mains croisées dans le dos, la tête légèrement inclinée. Une posture que je reconnaissais, celle qui annonçait la naissance d'une grande théorie. Je restais près de la fenêtre, observant la pelouse baignée de clair de lune, où la vitre brisée béait encore. Nous avons,
déclara Poirot, une empreinte boueuse sous la fenêtre. Qui ne correspond à personne, ajoutai-je, précisément. Les yeux de Poirot brillaient. Elle est trop grande pour Evelyne, trop étroite pour Lytton, trop peu profonde pour Marsh, et trop nette pour un voleur pressé. Curieux, n'est-ce pas? Plus curieux encore, ce fragment d'ivoire trouvé dans la cheminée, dis-je. Pourquoi essayer de brûler quelque chose qui aurait déjà été détruit? Poirot rayonna. Tu vois, mon ami, tu commences à penser, même si tu n'observes pas encore parfaitement. Il produisit une liste d'affirmations contradictoires. Evelyne avait vu la dague, Madame Armitage affirmait qu'elle avait été détruite. Le major Lytton prétendait qu'elle était réapparue dans sa chambre. Ils ne peuvent pas tous dire la vérité, dis-je. Non, répondit Poirot. Et pourtant, ils croient tous la dire. Comment est-ce possible? Ah, dit Poirot en se tapotant la tempe, parce que la vérité, mon ami, est une question de perception. Il était largement passé minuit lorsque la maison fut de nouveau secouée, cette fois par un bruit fracassant venant du bureau. Poirot et moi descendîmes en hâte, arrivant juste derrière Lady Armitage, qui tenait une bougie tremblante dans ses mains. Dans le bureau, étendu sur le tapis, gisait le major Lytton, la main droite ensanglantée, la respiration haletante. Dans sa main crispée se trouvait la dague d'ivoire, elle-même. Sa lame autrefois pâle, désormais tachée de sang. « Mon Dieu !» m'écriai-je. « La dague, elle est réelle. » Poirot s'agenouilla près du major, détachant doucement l'arme de sa poigne. Son expression était sereine, presque amusée. « Mon ami, » dit-il doucement, le rideau se lève sur le véritable spectacle. « Que voulez-vous dire ?» demandai-je. Poirot se contenta de sourire. « La dague, elle a enfin servi. Mais dans quel but? Ah, c'est ce que nous allons découvrir. » Alors que les domestiques se rassemblaient, pâles et murmurants, Poirot se redressa, la dague délicatement posée entre ses doigts. « Mesdames et messieurs, » dit-il doucement, « la partie commence. » Evelyn Fosbury restait figée dans son fauteuil, les mains crispées sur les accoudoirs, avec une telle force que ses jointures en étaient devenues blanches. La vue de la dague ensanglantée, transportée hors du bureau, semblait l'avoir complètement décomposée. Ses yeux grands ouverts restaient fixés sur Poirot, comme si le petit homme était le seul rempart entre elle et un malheur imminent. « Calmez-vous, mademoiselle, » dit Poirot d'un ton apaisant, en s'inclinant légèrement. « Poirot est ici, et tout ira bien. »« Vraiment ?» murmura-t-elle. « Vous ne comprenez pas. Cette maison, cette dague, elles sont maudites. Elle a tué mon oncle, et maintenant ça recommence. »« Baliverne, » m'exclamai-je, « vous ne croyez tout de même pas à cela. » Poirot leva la main pour me faire taire, son regard toujours posé sur Evelyne. « Mademoiselle, » dit-il avec douceur, « ce n'est pas la malédiction qui vous effraie, mais le fait que quelqu'un souhaite que vous y croyiez. Et cela, c'est tout autre chose. » Elle secoua la tête avec véhémence. « Vous n'étiez pas là quand mon oncle était encore vivant. Vous ne l'avez pas vu tel qu'il était devenu, aéré dans les couloirs la nuit, se tenant la poitrine, sursautant au moindre bruit. Il disait que la dague voulait retourner à son véritable propriétaire, et que tant qu'elle ne le ferait pas, elle continuerait à tuer. Et pourtant, dit Poirot, vous n'avez pas quitté cette maison. » Ses doigts s'enfoncèrent dans le tissu du fauteuil. Parce que je pensais qu'en restant, je pourrais le protéger, mais j'ai échoué. Poirot incline la tête. « Et maintenant, vous craignez de subir le même sort. »« Oui, dit-elle dans un sanglot. Je sais que cela semble fou,
Mais après la mort de mon oncle, la dague a disparu. Et maintenant, elle est revenue. Et quelqu'un a essayé de tuer le major Lytton avec. Ça recommence. » Les yeux de Poirot se plissèrent légèrement. « Mademoiselle, dites-moi, la nuit où votre oncle est mort, où étiez-vous ?»« Dans ma chambre, » répondit-elle rapidement. Trop rapidement. « Ah !» Le sourire de Poirot était mince et tranchant. « Et pourtant, la bonne vous a vu près de son bureau. » Evelyne pâlit encore davantage. « Je voulais juste m'assurer qu'il allait bien. »« Parce que vous pensiez que quelqu'un d'autre se trouvait dans la maison ?» demanda Poirot. « Oui, » chuchota-t-elle. « J'ai entendu des pas, mais quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait personne. » Poirot se renversa légèrement, les doigts joints. « Très bien, mademoiselle. Mais une dernière chose. La semaine dernière, vous avez vu la dague. L'avez-vous touchée ?»« Non, » dit-elle. « J'avais trop peur. »« Ah !» fit Poirot. « La peur. C'est un compagnon dangereux, mademoiselle. Elle aveugle les yeux, elle rend sourdes les oreilles. Et elle pousse à croire aux fantômes. » Le major Lytton était dans un état bien moins héroïque que d'habitude lorsque Poirot et moi lui rendîmes visite le lendemain matin. Sa main était bandée, son teint grisâtre, et sa fanfaronnade habituelle s'était complètement évaporée. Il était adossé à des oreillers, fronçant les sourcils au plafond, comme s'il lui avait personnellement fait du tort. « C'est absurde, » grogna-t-il à notre entrée. « Être attaqué dans la maison de son hôte, où va le monde ?»« En effet, » dit Poirot d'un ton lisse, s'installant sur une chaise près du lit. « La question, major, est qui vous a attaqué et pourquoi ?» Lytton fusilla les couvertures du regard. « Comment le saurais-je ? J'ai entendu du bruit. J'ai pensé à un cambrioleur. Je suis descendu au bureau et, avant même d'avoir pu allumer la maudite lumière, quelque chose m'a foncé dessus. »« Quelque chose ?» demandai-je. « Ou quelqu'un ?» Le major secoua la tête. « Je n'ai rien vu. C'était comme... » Il hésita, puis ricana amèrement. « Vous allez me prendre pour un fou, mais j'ai eu l'impression que c'était une ombre, pas un homme. Quelque chose de froid et de lourd m'a percuté. Et la seconde d'après, j'étais au sol avec cette fichue dague dans la main. » L'expression de Poirot demeura impassible. « Et vous ne vous souvenez de rien d'autre ?»« Juste cette maudite odeur, » marmonna Lytton. « Une odeur ?» Poirot haussa les sourcils. « Oui, une sorte de bois de santal. Ça m'a rappelé l'Orient. Je ne l'avais pas senti depuis des années. » Poirot tambourina légèrement du bout des doigts, sur son genou. « Curieux. Et une autre chose, » ajouta Lytton, la voix plus basse. « Juste avant de m'évanouir, je jure avoir vu un visage à la fenêtre, pas clairement, mais assez pour savoir que je ne l'imaginais pas. »« Décrivez-le, » dit Poirot, brusquement attentif. Lytton secoua la tête. « Impossible. Il a disparu en un éclair, mais il y avait quelque chose de familier, comme un visage à moitié oublié d'un rêve. » Poirot se leva, ajustant ses manchettes. « Merci, major. Vous avez été très utile. »« C'est tout ce que vous vouliez ?» s'étonna Lytton. « Pas de questions sur mes déplacements, mes ennemis, mes dettes ?» Le sourire de Poirot était à peine esquissé. « Vous n'êtes mais pas un homme de subtilité, major. Si vous aviez voulu voler la dague, vous seriez entré dans la pièce et l'auriez prise. » Il se tourna vers la porte, puis s'arrêta. « Une dernière question. Avant l'attaque, aviez-vous touché la dague ?» Lytton renifla. « Bien sûr que non. Je peux convoiter un trésor, mais je ne suis pas superstitieux. » Le regard de Poirot se fit plus perçant. « La superstition, non, mais la peur, c'est une autre affaire. » En quittant la pièce, je chuchotai. « Tu le crois ?» Poirot sourit.
ce sourire exaspérant et indéchiffrable. Hastings, mon ami, un homme peut mentir, tout en disant la vérité. Le docteur Marsh nous reçut dans son cabinet, bien que l'état de désordre des papiers et la légère odeur de tabac froid trahissent une matinée peu productive. Il se tenait près de la cheminée, les doigts tripotant nerveusement, une petite figurine en porcelaine, pour finalement la reposer exactement à sa place d'origine. Le regard de Poirot suivait ce manège avec une discrète amusement. « J'imagine que c'est à propos de la dague ?» dit Marsh, tentant un sourire sec. « J'en ai entendu plus qu'assez sur cette chose maudite. » « Maudite ?» La voix de Poirot s'éleva légèrement. « Mais je croyais que vous étiez un homme de science, docteur. » « La superstition est contagieuse dans cette maison, » murmura Marsh. « Même les esprits rationnels finissent par la contracter. » Poirot s'installa dans le fauteuil, avec la grâce féline qui lui était propre. « Et pourtant, docteur, lorsque vous avez signé le certificat de décès de Lord Armitage, vous avez écrit « insuffisance cardiaque ». Voilà une conclusion fort rationnelle, n'est-ce pas ? Parce que c'était la vérité, dit Marsh précipitamment, trop précipitamment. Les yeux de Poirot pétillèrent. Et pourtant, vous étiez mal à l'aise, n'est-ce pas ? Un silence s'installa, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge. Marsh poussa un soupir et s'affaissa dans son fauteuil. J'étais mal à l'aise parce que je savais que Lord Armitage prenait quelque chose, un sédatif puissant que je ne lui avais pas prescrit. Ah, Poirot joignit les mains. Et pourtant, vous n'avez rien dit ? Je ne pouvais rien prouver, admit Marsh. Mais je soupçonnais Lady Armitage de le droguer elle-même. Il lui faisait entièrement confiance, vous voyez. Et vers la fin, son esprit était fragile. Fragile ou effrayé ? Demanda doucement Poirot. Les deux, répondit Marsh. Il parlait de la dague qu'il observait. D'ombres à sa fenêtre. J'ai essayé de le raisonner, mais... Il ouvrit les mains, impuissant. Et la nuit de sa mort. Le ton de Poirot se fit plus tranchant. Où étiez-vous ? Dans ma chambre, en train de lire. La tête de Poirot s'inclina. Lire quoi ? Le visage de Marsh se crispa. Je ne m'en souviens pas. Curieux, dit Poirot, car aucun livre n'a été retrouvé dans votre chambre. Le regard de Marsh dériva vers la cheminée, où quelques cendres éparses reposaient. Poirot suivit ce regard. Ah, donc le livre, il a été brûlé ? Les mains de Marsh tremblaient. Vous n'en avez aucune preuve ? Poirot se leva, toujours aussi impeccable. Poirot n'a pas besoin de preuves pour voir la peur d'un homme, docteur. Vous avez peur, mais pas de la dague. Non, vous craignez ce que la dague pourrait révéler. Monsieur Harold Locksley nous attendait dans la salle de billard, alignant un coup avec l'assurance d'un homme qui aime paraître détaché. Son sourire s'élargit à notre entrée, mais il manquait de chaleur. « Ah, Poirot, vous venez voir si mes empreintes sont sur cette maudite dague ? » ?»« Non, » dit Poirot, en jetant un œil aux boules. « Vous ne laisseriez jamais d'empreintes, monsieur Locksley. Vous êtes bien trop prudent pour cela. » Le sourire de Locksley vacilla. « Que voulez-vous alors ? » ?»« Parler de la provenance de la dague, » dit Poirot d'un ton agréable. « C'est vous, je crois, qui l'avez fournie. » La queue de Locksley s'arrêta en plein mouvement. Et alors ? Le sourire de Poirot resta figé. C'était un faux, n'est-ce pas ? Locksley se redressa. « Prouvez-le. »« Ah non, mon ami, ça c'est votre spécialité. » L'expression de Poirot devint presque malicieuse. « Mais voyez-vous, une contrefaçon n'est jamais maudite, n'est-ce pas ?» Les yeux de Locksley se plissèrent. « Je n'ai jamais dit que c'était une contrefaçon. Et pourtant, poursuivit Poirot, vous l'avez laissé entendre,
Vous avez semé le doute, car le doute vous protège, n'est-ce pas? Si la dague est fausse, votre réputation est en jeu. Mais si elle est maudite, votre petite supercherie reste intacte. Locksley haussa les épaules. Les collectionneurs adorent les histoires. Je leur en ai donné une. Poirot se pencha légèrement. Et si quelqu'un savait que la dague était fausse, mais prétendait le contraire? Le sourire de Locksley s'évanouit totalement. Ce serait dangereux, marmonna-t-il. Madame Armitage était à nouveau assise dans le salon, cette fois sans sa broderie. Ses mains étaient nouées sur ses genoux, se tordant lentement sous la tension. Poirot prit le fauteuil en face d'elle, son regard doux, mais inébranlable. « Madame, commença-t-il, la dague. On disait qu'elle avait été détruite, n'est-ce pas? »« C'est ce qu'on m'a dit, » répondit-elle sèchement. « Je ne me suis jamais intéressée à cette chose. »« Et pourtant, » murmura Poirot, « elle a réapparu. » Ses doigts tressaillirent, comme frappés d'un frisson soudain. « C'est impossible. »« Impossible, mais vrai, » dit Poirot. « Curieux, non ?» Elle se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. « Vous croyez que j'ai quelque chose à voir avec ça ?» La voix de Poirot resta douce. « Je pense, madame, que vos mains tremblent quand vous parlez de la dague. C'est curieux, pour quelqu'un qui prétend s'en moquer. »« C'est ridicule, » lança-t-elle sèchement. « J'ai voulu vendre toute la collection après la mort de mon mari. Toutes ces horreurs, elles ne signifiaient rien pour moi. Et pourtant, dit Poirot, vous avez conservé la clé du cabinet. » Elle se retourna, stupéfaite. « Comment le savez-vous? »« Ah, madame, sourit Poirot, ce sont les petits détails. Les domestiques ont leur clé, mais ils ignorent que vous gardez la vôtre, cachée dans le tiroir de votre table de nuit. » Son visage pâlit. « Vous avez fouillé ma chambre ?» Poirot secoua la tête. « Point du tout. Vos mains m'ont tout dit. » Madame Armitage s'effondra dans un fauteuil. « J'ai seulement gardé la clé parce que mon mari me l'avait confiée. Je détestais cette dague. » Le regard de Poirot se durcit. « Et pourtant, vous la redoutiez, madame. Non pas pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle contenait. » Elle secoua la tête, perdue. « Je ne comprends pas de quoi vous parlez. » Poirot se leva, époussetant une peluche imaginaire sur sa manche. « Cela, madame, vous ne tarderez pas à le découvrir. » Lorsque nous regagnâmes la chambre de Poirot, ma tête tournait, assaillie par la multitude de contradictions qui entouraient l'affaire. Chaque suspect avait fourni un alibi, mais aucun ne résistait à l'examen. Poirot, quant à lui, semblait s'épanouir au cœur de cette confusion. « Faisons le point, mon ami, » dit Poirot en joignant les mains dans son dos, arpentant la pièce avec cette lenteur calculée qui lui était coutumière. « Nous n'avons pas ici un simple mensonge, mais une charmante tapisserie de tromperie. » Il se mit à énumérer les faits sur ses doigts. D'abord, mademoiselle Evelyn Fosbury. Elle affirme s'être retirée tôt, et pourtant, une domestique l'a vue descendre le couloir, peu avant que le cri ne retentisse. Confrontée, mademoiselle Evelyn nous a servi une adorable petite histoire. Elle aurait entendu un bruit et voulu vérifier si les portes étaient bien fermées. Elle avait peur de la malédiction, dis-je. Ah! Le doigt de Poirot se dressa. La peur, c'est l'excuse qui explique tout et rien à la fois. Il poursuivit. Ensuite, nous avons le docteur Marsh. Il affirme avoir passé la soirée à lire, mais aucun livre n'a été retrouvé dans sa chambre. En revanche, les cendres dans sa cheminée suggèrent qu'un objet a été brûlé, à la hâte et en secret. Remords, proposai-je. Ou connaissance coupable, répliqua Poirot. Puis il passa à madame Armitage.
Elle insiste avoir pris son somnifère habituel. Pourtant la bouteille a mystérieusement disparu. Quelqu'un a pu la prendre, suggérai-je. Exactement, dit Poirot. Mais qui et dans quel but? Et enfin, conclut Poirot, il y a Monsieur Locksley, qui prétend avoir passé la soirée à jouer seul au billard, mais ses doigts sont brûlés. Et le seul feu cette nuit-là était celui dans la cheminée du bureau, où un fragment d'ivoire a été retrouvé. Vous pensez qu'il a essayé de brûler la dague? Dis-je. Poirot sourit, indulgent. Hastings, mon ami, vous vous précipitez vers les conclusions avec l'enthousiasme d'un cheval de course qui aperçoit la ligne d'arrivée, mais oublie la haie juste devant lui. Alors aucun d'entre eux ne dit la vérité? Demandai-je, déconcerté. Non, dit Poirot. Mais le véritable génie consiste à découvrir non seulement qu'ils mentent, mais pourquoi. Je me laissais tomber dans un fauteuil, complètement dépassé. Poirot, en général, je parviens à suivre votre logique. Enfin, disons, la moitié. Mais cette fois, je suis complètement perdu. Les moustaches de Poirot frémirent d'amusement. Ah, mon pauvre Hastings, vous êtes pris dans la toile de la diversion, n'est-ce pas? Chacun cache quelque chose, dis-je, mais aucun de ces secrets ne semble se recouper. C'est comme si nous avions 5 puzzles et qu'aucun ne correspondait à l'image sur la boîte. Poirot leva un doigt. Vous venez de commettre, mon ami, l'erreur classique. Vous supposez qu'ils cachent tous la même chose. Je clignai des yeux. Ce n'est pas le cas. Non, dit Poirot avec un sourire. Chacun protège un secret différent, totalement distinct. Et c'est précisément parce qu'ils dissimulent des fautes différentes qu'ils paraissent tous également suspects. Ça n'a aucun sens, déclarai-je. Patience, Hastings. Poirot lira tout cela, comme un ruban noué autour d'un paquet parfait. Poirot s'approcha de la fenêtre et contempla le jardin baigné de lune, une expression indéchiffrable sur le visage. « Il y a une chose que vous devez comprendre, mon ami, » dit-il doucement. « Cette dague, ce n'est pas simplement une arme. »« Pas une arme ?» répétai-je. « Non. » Les yeux de Poirot scintillèrent. « C'est une promesse, un symbole de quelque chose de trop dangereux pour être dit à voix haute, un secret que quelqu'un garde depuis des années. Mais les secrets, Hastings, ils ont cette fâcheuse habitude de venir à la lumière. Et quand ils le font, » il haussa légèrement les épaules, « ils apportent toujours la mort avec eux. » Le salon d'Armitage Hall avait été transformé. L'atmosphère d'élégance détendue avait laissé place à une solennité quasi judiciaire. Chaque suspect était assis au bord de son siège, mal à l'aise. Les mains, habituellement calmes de Lady Armitage, tremblaient légèrement autour de son mouchoir en dentelle. Evelyn restait raide, les yeux grands ouverts, passant d'un visage à l'autre. Le docteur Marsh triturait nerveusement sa chaîne de montre. Le major Lytton, bandé et renfrogné, fixait le sol. Seul Harold Locksley semblait extérieurement calme, bien que le mouvement incessant de son pied trahît son agitation intérieure. Au centre de la pièce, posée sur une petite table recouverte de velours comme une relique impie, reposait la dague d'ivoire ensanglantée, son manche finement sculpté brillant sous la lumière du lustre. Poirot se tenait à côté, les mains jointes derrière le dos, les moustaches parfaitement taillées, le visage empreint d'un calme absolu. Je me tenais légèrement en retrait, carnet en main, bien que je ne sache plus très bien ce que j'étais censé y noter. « Mesdames et messieurs, » commença Poirot, la voix douce mais pleine d'autorité, « je vous ai réunis ici car, enfin, je peux révéler la vérité sur la dague, sur un meurtre qui n'aurait jamais dû être découvert,
et sur les secrets que cette maison garde depuis bien trop longtemps. Un léger souffle échappa à Évelyne, mais Poirot l'ignora, levant une main pour réclamer le silence. Il y a eu, dès le départ, une campagne de confusion, poursuivit-il. Chacun d'entre vous m'a dit un petit mensonge, pour des raisons tantôt égoïstes, tantôt absurdes. Mais les mensonges, voyez-vous, sont comme le vernis bon marché d'une contrefaçon. Ils craquent sous la lumière. Il s'approcha de la table, ses doigts survolant la dague. Cette dague a été le centre de vos peurs, de votre avidité, de vos ambitions et de vos crimes. Et pourtant, ce n'est pas elle qui détient la vérité, mais ce qu'elle y a été utilisé pour dissimuler. Il balaya la salle du regard, laissant la tension monter. L'un d'entre vous a placé cette dague dans la main d'un homme innocent pour détourner les soupçons du véritable coupable. La tête du major Lytton se releva brusquement. « Innocent ?» ?»« Oui, » dit Poirot, son regard perçant. « Et qu'est dei, car le major. Il est bien des choses, un sot, un fanfaron, un romantique désespéré en quête de trésors perdus, mais ce n'est pas un meurtrier. » Un silence stupéfait suivit cette déclaration. Poirot esquissa un mince sourire. « Allons-nous continuer ?» Je dois l'admettre, je ressentis un soulagement presque enfantin à l'ouverture de Poirot. Voilà, pensai-je, le théâtre familier que j'avais vu tant de fois. Poirot allait sortir un tour de passe-passe, révéler une empreinte oubliée ou une lettre égarée, et l'affaire serait réglée avant le souper. Poirot se tourna légèrement vers moi, les yeux brillants. « Mon ami, je vois votre esprit tourner, comme une horloge fraîchement remontée. Vous vous attendez à ce que je tire un lapin de ma manche, oui ? » « Eh bien, dis-je maladroitement, quelque chose dans ce goût-là. » Il secoua la tête avec une fausse tristesse. « Ah, Hastings, toujours cet homme qui regarde, sans jamais observer. » Il désigna les suspects, désormais tous tournés vers lui, leurs visages marqués par des degrés divers d'inquiétude. « Ce que nous avons ici, mon ami, ce n'est pas une énigme d'objets, mais une énigme d'êtres humains. » « D'êtres humains ?» Je fronçai les sourcils. « Oui, » dit doucement Poirot. « Chaque personne dans cette pièce détient une part de la vérité, mais aucune ne détient la vérité entière. Et donc, nous devons prendre chaque mensonge, chaque demi-vérité, et les assembler en une seule histoire, celle qui épouse tous les faits. » J'allais protester, mais le regard de Poirot se fit plus perçant. « Il n'y aura pas de tour, cette fois, Hastings. Rien que la méthode de Poirot. » Et sur ce, il se retourna vers les suspects. Je déglutis, réalisant que j'étais aussi dans l'ombre que les autres. Poirot s'avança vers le major Lytton, qui semblait à la fois confus et légèrement vexé d'être décrit comme innocent. « Major, » commença Poirot, « la nuit en question, vous avez été agressé dans le bureau. Cela est vrai. Vous croyez avoir été frappé par une ombre, une présence que vous ne pouviez nommer. » Lytton acquiesça. On aurait dit que quelque chose était sorti de l'obscurité elle-même. « Ah !» dit Poirot. « Mais non, mon cher major, ce n'était pas un esprit, c'était un être humain, bien réel. » Il se tourna vers les autres. Quelqu'un a attiré le major en bas, peut-être par un bruit léger, un pas, un murmure derrière sa porte. Le major, en soldat courageux, est descendu, enquêter. Et là, dans l'obscurité du bureau, on l'a frappé, mais sans intention de tuer. Lytton fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire, hein ? » « On avait besoin que vous soyez retrouvés, » expliqua Poirot, la dague dans la main. C'était un coup monté, maladroit, certes, mais suffisant pour troubler les pistes. « Mais pourquoi moi ?» protesta Lytton.
Parce que vous étiez le plus facile à discréditer, répondit Poirot avec fluidité. Vous convoitiez la dague ouvertement. Vous aviez tenté de l'acheter à plusieurs reprises. Vous connaissiez son histoire. Vous étiez donc le bouc émissaire idéal. Lady Armitage laissa échapper un petit cri. « Mais qui ?» Poirot leva la main. « Patience, madame. Nous ne sommes pas encore à l'acte final. » Il reporta son attention sur le major. « Ce qui est le plus curieux, mon cher major, c'est ceci. Après le coup, vous avez senti quelque chose, n'est-ce pas ?» Le front de Lytton se plissa. « Du bois de santal. »« Exactement, » dit Poirot. « Le parfum même associé à la dague. Mais non, mon ami, cette odeur n'avait rien de surnaturel. Elle avait été délibérément placée pour renforcer l'illusion. » Le regard de Poirot balaya la pièce. « Et qui, mes amis, serait capable de mettre en scène une telle scène ? Qui connaîtrait si bien la légende de la dague pour s'en servir comme d'une arme ?» La question resta suspendue dans l'air. Le silence devint lourd. Je me surpris à retenir mon souffle. Puis Poirot sourit. « La réponse, mon ami, c'est la personne qui a vécu le plus longtemps avec le secret de cette dague. » Pauvre Evelyn Fosbury restait immobile comme une statue, les mains pâles nouées sur ses genoux. Elle n'avait presque pas bougé depuis le début de la réunion, ses yeux grands ouverts, fixés sur la dague d'ivoire qui brillait sous le lustre. Poirot se tourna vers elle avec une douceur inattendue. « Mademoiselle, vous avez eu peur si longtemps que vous ne savez plus ressentir autre chose. » J'ai essayé de prévenir tout le monde, balbutia Evelyn. Je savais que la dague apporterait le malheur, comme autrefois. Non, dit doucement Poirot. Ce n'est pas la dague qui a apporté le malheur, c'est la peur elle-même. Et cette peur, mademoiselle, a été soigneusement cultivée par quelqu'un qui voulait que vous soyez trop terrifiée pour poser des questions. Le front d'Evelyn se plissa. « Que voulez-vous dire ?» Les mains de Poirot s'agitèrent légèrement. « On vous a dit que la dague avait été détruite, mais vous l'avez vue, n'est-ce pas ?»« Oui, » s'écria-t-elle. « Je l'ai vue dans le cabinet, il y a quelques jours à peine. » « Et donc, vous avez cru que la malédiction était revenue ?»« Oui, » chuchota-t-elle. « Mais ce que vous avez vu, mademoiselle, c'est exactement ce que quelqu'un voulait que vous voyiez, » dit Poirot. « Une illusion soigneusement mise en scène, conçue pour vous paralyser de peur. Si vous étiez trop effrayé pour réfléchir, vous ne remettriez jamais en question les événements entourant la mort de votre oncle. » La respiration d'Evelyn se coupa. « Mais pourquoi quelqu'un me ferait-il ça ? Parce que vous étiez la seule à vous souvenir clairement des derniers jours de votre oncle. Vous avez vu sa peur, ses soupçons et sa conviction grandissante que quelqu'un, dans son entourage, voulait sa perte. » Evelyn secoua la tête, perdue. « Mais je n'étais jamais en danger. »« Non, mademoiselle, » dit Poirot avec douceur. « Vous n'étiez pas la cible, vous étiez la diversion. » Une lueur de compréhension traversa son visage, suivie de larmes mêlées de soulagement et de colère. « Alors qui a tué mon oncle ?»« Ah, » dit Poirot, « c'est ce que nous allons découvrir à présent. » L'attention de Poirot se tourna vers le docteur March, qui s'était recroquevillé dans son fauteuil, les doigts tordant nerveusement la chaîne de sa montre. « Monsieur le docteur, » commença Poirot, la voix suave, « vous n'êtes pas, je crois, un homme habitué au crime, mais vous êtes, hélas, un homme habitué au compromis. » Le docteur March tenta un sourire, mais celui-ci se figea rapidement. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire. »« Ah, mais si, » répondit Poirot, ses yeux se plissant dangereusement. « Vous avez signé le certificat de décès de Lord Armitage
affirmant qu'il était mort de cause naturelle, une simple défaillance cardiaque. « C'était une crise cardiaque », insista Marsh. « Non », répliqua Poirot, sèchement. « C'était une overdose, un fait que vous avez choisi de dissimuler. » Un souffle choqué parcourut la pièce, et Lady Armitage porta la main à sa gorge. « Impossible !» protesta Marsh. « Il était malade, son cœur. »« Son cœur était affaibli, oui, » concéda Poirot. « Mais sa mort a été précipitée par une forte dose de sédatif, une dose bien supérieure à celle qu'un médecin prescrirait. » Le visage de Marsh vira à un gris alarmant. « J'ai seulement fait ce qu'on m'a demandé. »« Par qui ?» demandai-je aussitôt. Marsh secoua la tête, accablé. « Je pensais protéger la famille. Lady Armitage m'a dit qu'il était devenu instable, paranoïaque. Elle disait que le scandale d'un suicide ruinerait le nom de la famille. »« Ah !» murmura Poirot. « Alors vous avez modifié le certificat, non pour vous protéger, mais pour la protéger, elle. Je pensais que c'était pour le mieux. » Souffla Marsh. « Vous n'êtes pas un meurtrier, docteur Marsh, » dit Poirot avec gravité. « Mais vous êtes un lâche. Et les lâches, hélas, font d'excellents complices. » Poirot se tourna ensuite avec aisance vers Harold Locksley, qui était resté extérieurement calme, bien que ses doigts serrent son porte-cigarette avec une tension trop évidente. « Monsieur Locksley, » commença Poirot, « vous êtes un homme d'affaires, n'est-ce pas ? » « Rien d'illégal, » dit rapidement Locksley. « Astucieux, peut-être. Opportuniste, sûrement, mais pas criminel. »« Ah !» sourit Poirot. « Mais voyez-vous, la falsification, c'est un crime. »« Falsification !» s'exclama Lady Armitage. « La provenance de la dague d'ivoire, » expliqua Poirot d'un ton fluide. « La description élogieuse de ses origines royales, de sa malédiction sacrée. Tout cela inventé par M. Locksley. » Locksley fronça les sourcils. « J'ai donné à Lord Armitage ce qu'il voulait, une histoire. Les collectionneurs adorent les histoires. Et vous en avez tiré un bon profit, n'est-ce pas ? » dit Poirot, presque avec approbation. Locksley haussa les épaules. Lord Armitage s'en fichait. Il voulait quelque chose de rare, de prestigieux. Je lui ai offert cela. Mais la dague elle-même, poursuivit Poirot, n'était pas ancienne. C'était une reproduction habile, créée non dans un palais exotique, mais dans un arrière-boutique à Londres. Locksley releva le menton avec défi. « C'est quand même de l'art. »« Peut-être, » acquiesça Poirot. « Mais ce n'est pas une relique, et donc, elle n'est pas maudite. » « Alors pourquoi tout ce raffut ?» demanda Locksley. « Parce qu'une dague falsifiée est dangereuse d'une autre manière, » répondit Poirot. « Elle ne porte pas de malédiction surnaturelle, mais elle peut révéler la vérité sur celui ou celle qui voulait à tout prix préserver la légende. » Locksley pâlit légèrement. « Je ne vois pas ce que vous insinuez. »« Si, vous voyez, » dit doucement Poirot. « Vous saviez que la dague était fausse, et pourtant, quelqu'un voulait désespérément faire croire à tous qu'elle était authentique. »« Mais qui ?» demandai-je, complètement perdu. Le sourire de Poirot s'étira comme celui d'un chat. « Ah, mon ami, c'est la question la plus importante de toutes. » Tous les regards se tournèrent vers Madame Béatrice Armitage, assise droite, les mains délicatement croisées sur ses genoux. Seul Poirot, avec son œil infaillible, pouvait voir le léger tremblement de ses doigts et la crispation autour de sa bouche. Aux yeux des autres, elle paraissait simplement exaspérée par ses accusations. Mais Poirot savait mieux. « Madame, » commença-t-il, « il est temps, enfin, de dire toute la vérité. »« Je vous ai déjà tout dit, »
répondit-elle d'un ton glacial. « Cette obsession autour de la dague est absurde. »« Non, » dit Poirot vivement. « Ce n'est pas la dague qui importe, mais ce qu'elle contenait. » Elle se raidit, mais ne dit rien. « Il y a des années, » poursuivit Poirot, « votre mari, Lord Armitage, possédait une certaine lettre, une lettre qui, si elle avait été découverte, aurait causé un scandale des plus retentissants. »« Une lettre ?» répéta-t-elle d'un ton méprisant, mais ses jointures devinrent blanches. « Oui, » dit Poirot, « une lettre d'amour, écrite par votre mari, à une femme bien avant que vous ne deveniez son épouse. Cette femme, c'était la mère d'Evelyn Fosbury. » Evelyn poussa un cri de surprise. « Ma mère ?» ?»« Précisément, » répondit Poirot. « Votre mère et Lord Armitage s'aimaient profondément, jusqu'à ce que les circonstances, et peut-être l'ambition, les séparent. Mais Lord Armitage conserva cette lettre, une relique sentimentale d'un amour perdu. »« C'est absurde, » lança Madame Armitage d'une voix tremblante. « Absurde, non, » dit calmement Poirot. « Car cette lettre, madame, elle était cachée, scellée dans le manche creux de la dague d'ivoire. » Un souffle collectif parcourut la pièce. Le visage de Madame Armitage perdit toute couleur. « Il y a des années, » reprit Poirot, « votre mari avait menacé de modifier son testament, de laisser une importante somme à Evelyne, peut-être même de lui confier un mot d'explication, un aveu de ses sentiments passés. Et cela, madame, vous ne pouviez l'accepter. »« C'est faux !» s'écria-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. « Vous l'avez tué, » dit Poirot, presque doucement. « Vous avez mis en scène une crise cardiaque, sachant que le docteur Marsh serait trop effrayé pour remettre en question votre version. Et après sa mort, vous avez juré que la dague avait été détruite, parce que vous saviez qu'elle contenait la seule preuve capable de tout faire s'effondrer. » Un silence assourdissant tomba dans la pièce. Les mains de Madame Armitage tremblaient violemment et à présent, et son masque de dignité glissait enfin. Poirot s'approcha de la table où reposait la dague, qu'il ramassa avec une délicatesse presque sacrée. « Cette dague, » dit-il en la tournant dans ses mains, « n'a jamais été une arme de meurtre, mais un réceptacle de vérité. » D'un geste précis, il pressa un sillon à peine visible sur le manche. Un déclic discret se fit entendre, et un compartiment s'ouvrit, fin, juste assez large pour contenir un petit papier plié. De ce cachet, Poirot tira une petite enveloppe jaunie, ses bords recroquevillés par l'âge. « Voilà, » dit-il doucement, « la lettre. » Il la souleva pour que tout le monde puisse la voir. Les mots d'un homme qui a aimé, et une histoire d'amour qui, si elle avait été découverte, aurait anéanti la réputation de Madame Armitage. C'est ce, madame, que vous avez tué pour cacher. » Madame Armitage laissa échapper un faible gémissement animal, sa façade soigneusement entretenue s'effondrant enfin. Poirot soupira. « Madame, le passé a cette manière de refaire surface, peu importe à quel point on tente de l'enterrer. » Poirot se tourna vers la salle avec un geste théâtral, posant la lettre doucement sur la table, à côté de la dague. « Vous voyez, mes amis, » dit-il, « le meurtre n'a jamais vraiment à voir avec des armes. Il s'agit de la peur. Et dans ce cas, la peur n'était pas celle d'une malédiction, mais d'un secret, un secret que Madame Armitage ne pouvait laisser voir la lumière du jour. » Il tapota de nouveau le pommeau de la dague. Et ainsi, la dague n'est pas devenue une relique, mais une clé, la clé de la vérité. Hastings, toujours en train de suivre le raisonnement, secoua la tête. « Mais Poirot, comment avez-vous su que c'était Madame Armitage ?»« Ah, mon ami, » sourit Poirot, « elle s'est trahie dès le début. Lorsqu'elle avait vu la photographie de la dague,
La photographie » répétai-je. « Oui, » dit Poirot. Elle a sursauté. Seule une personne connaissant la véritable signification de la dague réagirait aussi fortement à une simple image. Il se tourna de nouveau vers Madame Armitage. « La culpabilité, Madame, se manifeste dans les plus petits des gestes. D'un dernier, gracieux salut. » Poirot fit un pas en arrière, laissant la dague, la lettre et la vie brisée de Madame Armitage exposée devant tout le monde. L'atmosphère dans le salon était devenue presque suffocante de silence. Les autres suspects étaient assis dans une anxieuse immobilité, les yeux allant de Poirot à Madame Béatrice Armitage, qui restait étonnamment calme, du moins en apparence. Ses mains, autrefois délicatement posées sur ses genoux, s'étaient mises à tordre l'ourlet de sa robe avec une intensité presque invisible. La voix de Poirot, douce et mesurée, brisa le silence. « Madame, j'ai expliqué tout ce qui s'est passé, les peurs, les tromperies, les illusions. Maintenant, il est temps que vous parliez. » Pendant un long moment, Madame Armitage resta silencieuse. Son regard était fixé sur la dague reposant sur la table, son visage pâle, ses lèvres serrées en une ligne tremblante. Poirot ne la pressa pas, restant debout, dans une attente patiente, les yeux rivés sur son visage. Puis avec un sanglot soudain, elle s'effondra dans son fauteuil, sa main volant à son front, comme si le poids de sa culpabilité était devenu soudainement trop lourd à porter. « C'est vrai, » murmura-t-elle, sa voix rauque d'émotion. « Je l'ai tué. » Un souffle collectif parcourut la salle, mais Poirot resta impassible, la regardant avec une intensité tranquille. « J'ai tué mon mari, » continua-t-elle, la voix brisée. « Je ne pouvais pas laisser la vérité éclater. La lettre, l'aventure, cela m'aurait ruiné, nous deux. » Poirot hocha la tête, son expression n'étant pas celle d'un triomphe, mais d'une sympathie palpable. « Et donc, vous avez tué Lord Armitage, en mettant en scène sa mort comme une crise cardiaque. Mais vous ne vous êtes pas arrêtée là, madame, n'est-ce pas ?» Ses yeux s'agrandirent de terreur. « Non, j'ai accusé le major Lytton, espérant que la malédiction de la dague brouillerait les pistes. Je pensais que si je faisais croire à tout le monde que la dague était véritablement maudite, il serait trop effrayé pour poser des questions. C'était la seule façon de garder mon secret enfoui. » Les lèvres de Poirot se tordirent en un sourire triste. « Mais la peur, madame, est un mauvais serviteur et un maître dangereux. » Elle se coucha les mains sur le visage, ses épaules tremblant, alors que le poids de sa confession s'abattait sur elle comme un fardeau immuable. Poirot fit un pas en arrière, permettant à Madame Armitage de reprendre ses esprits avant de tourner son attention vers les autres dans la pièce. Il parle avec précision, comme si chaque mot faisait partie d'un calcul plus large. « Je crois que vous comprenez maintenant, mes amis, » commença Poirot, s'adressant à la pièce, comment les actions de Madame Armitage étaient guidées, non par le surnaturel, mais par la peur la plus humaine, la peur d'être exposée, de faire face à un scandale. Ses yeux se posèrent sur Madame Armitage. « Mais permettez-moi de vous expliquer comment je suis arrivé à la vérité, car ce n'est pas en suivant le chemin habituel des preuves, mais en observant la psychologie des personnes impliquées. » Il balaya la pièce du regard, laissant ses mots s'installer. « Dès le début, je savais que quelque chose n'allait pas avec la dague, mais je n'ai pas cherché un indice dans la lame, ni dans sa supposée malédiction. Non, j'ai cherché la peur qu'elle inspirait, car la peur nous en dit souvent plus sur la vérité que l'objet lui-même. » Poirot se tourna vers Madame Armitage. « Le premier indice,
Madame, est venu lorsque vous avez vu la photographie de la dague. Ce fut une petite chose, une légère secousse de votre main, mais c'était suffisant. La peur, vous voyez, a cette manière de se révéler dans le plus petit des gestes. » Il hocha la tête en direction d'Evelyne, qui était assise les yeux grands ouverts, écoutant attentivement. Et ensuite, Madame, il y eut votre refus de toucher la dague. Une femme qui n'aurait aucun lien avec un objet maudit n'aurait pas réagi ainsi. Mais vous, Madame, qui avez vécu avec la peur de son secret pendant des années, vous avez reculé. Enfin, poursuivit Poirot, il y eut vos déclarations contradictoires. Vous avez insisté sur le fait que la dague avait été détruite, et pourtant vous l'avez vue de vos propres yeux. Pourquoi une femme qui disait la vérité donnerait-elle des récits incohérents? Il s'arrêta un moment, laissant la portée de ses mots pénétrer. C'est la peur qui vous a trahi, Madame. La peur, pas la dague. Poirot s'avança vers la table où reposait la dague, dont le bord ensanglanté brillait sous la douce lumière du lustre. Et maintenant, nous arrivons à l'ironie la plus amère de toutes, dit-il. Tout le monde dans la pièce se pencha en avant, leur visage marqué par une étrange combinaison de peur et de curiosité. Poirot leva la dague et la tourna lentement dans ses mains. Cette dague, qui a causé tant de douleur, tant de destruction, n'est pas une relique de malédictions anciennes ou de dynasties oubliées, dit-il, sa voix calme mais tranchante. Non, c'est quelque chose de bien plus simple, et pourtant tout aussi dangereux. Il s'arrêta, comme pour laisser la tension se faire sentir. Elle a été forgée, il y a de nombreuses années, non pas par un artisan ancien, mais par un homme aux ambitions, un homme qui cherchait à impressionner Lord Armitage avec sa collection d'artefacts rares, expliqua Poirot, ses yeux se plissant. C'était Monsieur Harold Locksley, un marchand d'art et faussaire, qui a créé cette dague contrefaite. Elle n'a jamais été ancienne, et elle n'a jamais été maudite. Locksley resta figé, son visage pâle d'incrédulité. « Vous ne pouvez pas être sérieux, » balbutia-t-il. Poirot hocha gravement la tête. « Je suis tout à fait sérieux, monsieur Locksley. Vous avez créé cette dague pour en gonfler la valeur, pour lui inventer une fausse histoire, et Lord Armitage, tellement obsédé par les objets rares et puissants, s'est laissé prendre par cette histoire falsifiée. » « Mais je n'ai tué personne, » protesta Locksley. « Non, » répondit Poirot, en secouant la tête. « Vous n'étiez qu'un pion dans le jeu joué par quelqu'un de bien plus désespéré, quelqu'un qui avait plus à perdre, quelqu'un qui ne pouvait pas se permettre que la vérité sur cette dague éclate. » Il se tourna vers Madame Armitage. « Et donc, Madame, la véritable malédiction de la dague n'a jamais été sa malédiction, mais plutôt la peur qu'elle a générée. Une peur qui vous a poussé au meurtre et à la tromperie, pour cacher la vérité de votre propre culpabilité. » Madame Armitage regarda la dague, son visage un masque de défaite totale. « Tout ça, pour une lettre, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Une lettre qui n'aurait jamais dû être écrite. » Poirot hocha solennellement la tête. « En effet, madame, c'est la lettre qui vous a détruite, pas la dague. Et maintenant, la lettre est revenue, apportant avec elle la vérité. Les derniers instants de l'affaire étaient arrivés, et pourtant, alors que je me tenais aux côtés de Poirot, dans le salon, désormais silencieux, je ne pouvais m'empêcher de ressentir qu'il y avait encore quelque chose à venir. Nous avions résolu le mystère, révélé le meurtrier, exposé les mensonges, mais comme toujours, Poirot n'était pas du genre à se contenter d'une conclusion simple. Il y avait toujours quelque chose de plus. « Vous voyez, Hastings, » dit Poirot, sa voix portant une note de légèreté amusée. « Vous pensez comprendre l'affaire,
mais vous ne la voyez pas dans son ensemble. Je haussai un sourcil, me demandant ce qu'il voulait dire. Je pensais que l'affaire était terminée, Poirot. Madame Armitage a avoué. Les secrets de la dague ont été révélés. Le sourire de Poirot se tordit, mystérieux. Ah, mais là, mon ami, c'est là que vous vous trompez. La dague, c'est juste un symbole, un outil de manipulation. Mais la véritable leçon ici, comme toujours, réside dans l'esprit du meurtrier. Je fronçai les sourcils, incertain. L'esprit du meurtrier. Poirot s'approcha de moi, sa voix s'adoucissant, presque comme s'il partageait un secret important. La dague ne tue pas, mon ami. C'est la peur qu'elle suscite qui se révèle fatale. Une peur soigneusement orchestrée, manipulée par une femme trop effrayée par le passé. Je le regardais, mi-amusé, mi-perdu. Vous voulez dire, la dague, la malédiction, l'ombre de la mort, tout cela n'était jamais réel. Ce n'était qu'un piège pour empêcher les autres de regarder trop près la vérité. Et c'est la peur qui a empêché les gens de voir cette vérité. Poirot fit un petit haussement d'épaules théâtral, comme si tout avait été dit et fait. Ah, Hastings, mon ami, le mystère n'est jamais véritablement résolu tant qu'on ne comprend pas les motivations, pas les actions. L'esprit, c'est l'arme la plus dangereuse de toutes. Il sourit de nouveau, une lueur de triomphe dans ses yeux. Et donc, mon ami, l'affaire est résolue. Mais peut-être, juste peut-être, avez-vous appris quelque chose de nouveau aujourd'hui? Je ris, enfin comprenant. Vous avez raison, Poirot. La dague n'a tué personne, c'est la peur qui l'entourait qui l'a fait. Poirot hocha la tête avec sagesse. Exactement. La peur, mon ami. La peur est toujours le véritable coupable. Avec un dernier geste théâtral, Poirot tourna les talons pour quitter la pièce, la tête haute, ses moustaches frémissant de satisfaction. Et avec cela, nous sortîmes, laissant l'affaire derrière nous. Et je me souvenais une fois de plus de la grandeur de l'esprit d'Hercule Poirot, tranchant, calculateur, et toujours avec la dernière remarque pleine d'esprit. Alors que le dernier des suspects quittait la pièce et que la silhouette triomphante de Poirot persistait dans la pièce à la lumière tamisée, un silence s'installa. Là, dans le calme qui suivait le mystère, les mots de Poirot résonnèrent dans l'air. Poirot, l'esprit, mon ami, est le véritable instrument de la justice. Ce n'est pas la dague qui tue, c'est la peur qui l'entoure qui le fait. N'oubliez jamais cela, Hastings. Je hochai la tête, mais je ne pus m'empêcher d'ajouter avec un sourire « Hastings, ah, Poirot !» Donc le véritable meurtrier n'était pas la dague elle-même, mais toutes les choses que les gens craignaient, leur passé et la vérité. Le sourire de Poirot était aussi aiguisé que jamais. Exactement, mon ami. La peur fait le travail que nous, les détectives, devons défaire. À la fin, la vérité finit toujours par éclater. En nous éloignant de l'affaire, je ne pus m'empêcher de réfléchir à la façon dont, encore une fois, l'esprit extraordinaire de Poirot avait démêlé un mystère avec une telle aisance et élégance, prouvant encore une fois que rien, pas même les secrets les plus sombres, ne peut rester caché bien longtemps. Pensez-vous que l'indice majeur qui a révélé le véritable mobile du meurtre était la malédiction supposée de la dague, la lettre cachée, ou quelque chose de plus subtil? Si vous avez aimé ce mystère d'Hercule Poirot, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Votre soutien nous aide à donner vie à plus d'histoires de détectives chaque jour. Restez à l'écoute, car d'autres mystères palpitants de Poirot arrivent bientôt, où l'esprit acéré de Poirot dévoilera encore plus de secrets
et de rebondissements inattendus.